On s'est tous posé la question un jour. Comment se fait-il que les applications les plus prometteuses, celles qui démarrent si bien, finissent presque toujours par devenir de vrais cauchemars à maintenir? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une solution qui a littéralement tout changé dans le monde du développement logiciel, les microservices. Alors, voilà le programme. On va commencer par le début, le problème monolithique, pour bien comprendre d'où on part. Ensuite, on verra comment la solution microservice vient tout bousculer. Après ça, on mettra les mains dans le cambouis, comment on construit tout ça avec Java, puis avec Python. On enchaînera sur le déploiement, une étape cruciale. Et pour finir, on parlera des défis et de ce qui nous attend, parce que bien sûr, rien n'est jamais parfait. Allez, on attaque avec le fameux problème monolithique. Pour bien saisir le concept, imaginez que vous construisiez une maison où absolument tous les murs sont porteurs. Vous voulez bouger une cloison? Impossible. Le moindre changement risque de faire s'effondrer tout l'édifice. Eh bien, une application monolithique, c'est un peu ça. Pour vraiment comprendre l'intérêt des microservices, il faut d'abord comprendre pourquoi ce vieux modèle a atteint ses limites. C'est l'éternelle question, n'est-ce pas? Pourquoi une application géniale au départ finit-elle par devenir lente, pleine de bugs et un véritable enfer à mettre à jour? C'est un phénomène bien connu. Plus on rajoute des fonctionnalités, plus le code devient ce qu'on appelle un plat de spaghetti, un enchevêtrement de dépendances impossible à démêler. Et quand l'architecture de base est rigide, la moindre modification devient une opération à cœur ouvert. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est une architecture monolithique? Pensez à un gros bloc, une seule et unique unité. L'interface que l'on voit, toute la logique métier derrière, la connexion à la base de données, tout est fusionné, tout est dans le même paquet. Quand on veut mettre à jour, on déploie tout le bloc d'un coup. C'est vrai qu'au début, c'est simple, c'est rapide. Mais vous allez voir, ce bel avantage se transforme très vite en un énorme casse-tête. Et voilà les problèmes qui arrivent très vite. D'abord, la fragilité. Comme tout est lié, un bug dans une toute petite fonctionnalité, même pas essentielle, peut faire planter l'application entière. C'est ce qu'on appelle le point de défaillance unique. Ensuite, l'évolution. Vous voulez ajouter une petite feature? Il faut recompiler, retester et redéployer l'intégralité de l'application. Ça prend un temps fou, c'est risqué, et au final, ça freine complètement l'innovation. Sans parler du fait qu'on est coincé avec les technologies choisies au départ. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les limites de ce gros bloc monolithique, il est temps de passer à la solution. Une approche radicalement différente, qui a tout changé. L'architecture en microservices. Et l'idée de base, elle est à la fois simple et absolument géniale. Au lieu d'avoir une seule application géante, on va la découper en une multitude de petits services, complètement indépendants les uns des autres. Pensez à des briques de Lego. Chaque brique ou chaque service a une seule mission bien précise. La gestion des utilisateurs, le paiement, le catalogue de produits. Chaque service a son propre code, sa propre équipe et souvent même sa propre base de données. Et la magie, c'est qu'on peut les développer, les tester et les déployer séparément, sans toucher aux autres. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence fondamentale de philosophie. On passe d'un gros bloc de béton, rigide et fragile, à un ensemble de petites unités agiles qui collaborent. D'un côté, le monolithe où tout est soudé. De l'autre, les microservices, où chaque composant est autonome. Ils communiquent entre eux via des API qui sont en quelque sorte des contrats de communication bien définis. Le résultat, une flexibilité et une robustesse incomparables. Alors, concrètement, quels sont les gains? Ils sont énormes. D'abord, la résilience. Si le service de paiement est en panne, eh bien le reste du site, lui, continue de fonctionner. On peut toujours naviguer dans le catalogue, par exemple. Ensuite, la scalabilité. Si le service de recherche est très sollicité, on peut lui allouer plus de ressources sans toucher aux autres. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'agilité. Les équipes sont autonomes, elles peuvent déployer leurs mises à jour quand elles veulent. Ça permet d'innover à une vitesse folle. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Avec quels outils on construit ces fameux microservices? On va ouvrir la boîte à outils et on commence avec un géant du monde de l'entreprise, l'écosystème Java. Dans le monde Java, il y a un nom qui revient sans cesse, Spring Boot. C'est devenu l'outil de prédilection, et ce n'est pas pour rien. La raison est simple. Il fait gagner un temps absolument considérable. Fini les journées passées à écrire des fichiers de configuration interminables. Avec Spring Boot, on peut créer un nouveau microservice fonctionnel en quelques minutes à peine et se concentrer directement sur ce qui compte, la logique métier. La magie de Spring Boot, elle vient de plusieurs choses. D'abord, son principe d'autoconfiguration. En gros, il analyse les outils qu'on veut utiliser et il configure tout seul. On veut une base de données, hop, il s'en occupe. Et il y a aussi les starters, des kits de démarrage, qui incluent tout ce qu'il faut pour un besoin précis. Et puis, il embarque même le serveur web. Plus besoin d'installer un Tomcat à part. Tout est fait pour qu'on soit productif immédiatement. Ok, donc avec Spring Boot, on sait construire chaque microservice individuellement. C'est super. Mais maintenant, comment on fait pour que tous ces services communiquent, se découvrent et travaillent ensemble de manière cohérente? C'est là qu'intervient le grand frère, Spring Cloud. Pour reprendre l'analogie, si Spring Boot construit les maisons, Spring Cloud, lui, s'occupe de l'urbanisme, les routes, l'électricité, l'adressage, il gère la ville dans son ensemble.
Et Spring Cloud, c'est toute une collection d'outils ultra puissants. On a par exemple un serveur de configuration centralisé pour ne pas avoir à répéter les mêmes paramètres partout. On a un registre de services, comme Eureka, qui est une sorte d'annuaire téléphonique pour que les services se trouvent entre eux. On a une passerelle API, une gateway qui sert de point d'entrée unique, et on a des circuit breakers, des disjoncteurs qui empêchent qu'un service en panne ne fasse tomber tous les autres en cascade. Bref, tout ce qu'il faut pour un système distribué robuste. Allez, on quitte le monde de Java pour explorer un autre écosystème tout aussi passionnant, celui de Python. Ici, la philosophie est un peu différente et on va voir comment on s'y prend, notamment avec un framework que tout le monde connaît, Django. Alors Django, on le connaît surtout comme un framework tout en un peu le couteau suisse pour créer un site web complet de A à Z. On pourrait donc penser qu'il n'est pas fait pour les microservices. Et pourtant, c'est une excellente option. L'astuce, en fait, c'est de ne pas l'utiliser dans sa totalité. On va piocher juste ce dont on a besoin pour créer des services très légers, centrés sur une seule chose, fournir une API. Pour ça, l'écosystème Python est très riche. L'outil absolument indispensable, c'est Django REST Framework, ou DRF. C'est une bibliothèque incroyable qui facilite la création d'API RESTful robustes. C'est vraiment la pierre angulaire. Ensuite, pour tout ce qui est tâches de fond, les traitements longs qui ne doivent pas bloquer l'utilisateur, on a Celery, une référence pour les fils de tâches distribuées. Il faut aussi mentionner une alternative plus moderne, FastAPI, qui est ultra rapide et de plus en plus populaire pour les microservices. Ok, nos services sont codés, ils fonctionnent sur nos machines, c'est la partie fun. Maintenant, vient la grande question, comment on met tout ça en production ? Comment on s'assure que tout ce petit monde tourne de manière fiable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'étape du déploiement, et croyez-moi, c'est là que le vrai défi commence. Ce qu'on voit là, c'est un concept clé pour le déploiement moderne, souvent tiré de la méthodologie des 12 factor reps. L'idée est simple, on a une seule et unique base de code, c'est notre vérité. Mais à partir de ce même code, on va pouvoir créer des déploiements totalement distincts et isolés. Un environnement pour le développement, un autre pour les tests, la pré-production, et bien sûr, l'environnement de production, celui que les utilisateurs voient. C'est crucial pour la stabilité. Aujourd'hui, le parcours standard pour déployer des microservices suit 3 grandes étapes. Premièrement, on containerise. Ça veut dire qu'on emballe chaque service avec toutes ses dépendances dans une sorte de boîte standardisée, un container. L'outil roi pour ça, c'est Docker. Deuxièmement, on orchestre. Comme on a des dizaines, voire des centaines de ces boîtes, il faut un chef d'orchestre pour les gérer. C'est le rôle de Kubernetes. Et enfin, troisièmement, on déploie tout ça dans le cloud, sur des plateformes comme AWS, Azure ou Google Cloud, qui proposent des services Kubernetes gérés. L'orchestration, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est ce qui rend les microservices viables à grande échelle. C'est ce système automatisé qui va gérer le cycle de vie de tous nos conteneurs. Il va les démarrer, les arrêter, s'assurer qu'il y en a toujours le bon nombre en service, gérer la communication entre eux. Bref, c'est le cerveau qui fait en sorte que tout ce système distribué complexe se comporte comme un seul et même organisme résilient. Et aujourd'hui, le standard de fait, c'est Kubernetes. Bon, jusqu'ici, on a surtout parlé des avantages. Mais attention, les microservices ne sont pas une solution miracle, une silver bullet, comme on dit. En réalité, quand on adopte cette architecture, on n'élimine pas la complexité, on la déplace. On échange les problèmes du monolithe contre les problèmes des systèmes distribués. Et il est crucial de bien comprendre ces nouveaux défis. Et ces défis, ils sont nombreux. Gérer des dizaines de services, c'est forcément plus complexe qu'un seul bloc. Le débugage devient un casse-tête. Une requête peut traverser 5, 6, 10 services différents. Comment la suivre ? La cohérence des données est aussi un vrai challenge. Si chaque service a sa propre base de données, comment on gère une transaction qui implique plusieurs services, comme une commande client ? C'est là que des patterns complexes comme le pattern Saga entrent en jeu. Et bien sûr, il y a la latence réseau, car les services communiquent via des appels réseau, ce qui est toujours plus lent qu'un appel en mémoire. Alors au final, la question qui tue, monolithe ou microservice. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. La meilleure architecture dépend entièrement du contexte, la taille du projet, la maturité de l'équipe, les objectifs à long terme. Commencer par un monolithe bien structuré et le découper plus tard est souvent une stratégie très sage. L'important, c'est de ne pas choisir les microservices juste parce que c'est à la mode, mais de prendre une décision éclairée en pesant bien les avantages et les inconvénients. C'est ça le vrai choix stratégique pour construire la prochaine grande innovation.